Je vais te déshériter, maudit, dit le millionnaire à son fils en apprenant qu'il allait épouser une humble fermière. Ce que son fils a fait a laissé tout le monde sans voix. Une légère pluie fine tombait sur Paris, recouvrant la ville d'une brume grisâtre qui s'étendait jusqu'à l'horizon, du haut de son gratte-ciel. Alain Dubois observait la scène à travers les immenses baies vitrées de son bureau. Ce lieu n'était pas qu'un espace de travail, mais le trône d'un homme habitué à régner. Chaque objet dans la pièce, des tableaux de maîtres aux meubles en acajou verni, témoignait de sa richesse et de son goût impeccable. Assis dans un fauteuil en cuir italien, Alain faisait tourner lentement un stylo-plume entre ses doigts. Devant lui se tenait Julien, son unique fils, le futur héritier de l'Empire Dubois. Cependant, à cet instant précis, l'atmosphère était électrique. « Julien », commença Alain d'une voix mesurée, mais pleine d'autorité, « ce n'est pas un sujet à débattre. Ton mariage n'est pas qu'une affaire privée. C'est une question de stratégie, une responsabilité envers notre famille. » Julien, debout près de la fenêtre, observait silencieusement la pluie ruisseler le long des vitres. Ses épaules tendues et sa posture rigide trahissaient son agitation intérieure. Finalement, il brisa le silence. « Père, tout ça, vos stratégies, votre empire, vous pensez vraiment que je devrais sacrifier mon bonheur pour vos ambitions ?» Alain se redressa légèrement dans son fauteuil, croisant ses mains devant lui. Son regard perçant semblait peser sur Julien comme un jugement silencieux. « Sacrifier ?» demanda-t-il, presque avec mépris. « Tu crois que bâtir cet empire s'est fait sans sacrifice? Tout ce que j'ai fait, chaque choix difficile que j'ai dû faire, c'était pour toi. » Julien se retourna, les yeux brillants de frustration et d'une rare détermination. « Pour moi, non, père, c'était pour vous, pour votre soif de pouvoir, pour votre besoin de contrôle. Moi, je veux autre chose. » Un silence tendu s'installa, seulement troublé par le bruit distant de la pluie. Alain se leva lentement, ajustant les boutons de sa veste. Il s'approcha de Julien, ses pas résonnant sur le parquet ciré. « Et qu'est-ce que tu veux exactement ? Une vie de bohème, une illusion romantique avec cette fille de la campagne. Tu crois vraiment que cela suffira quand le poids de tes responsabilités te rattrapera ?» Julien serra les poings, luttant pour contenir sa colère. « Oui, je crois que cela suffira, parce qu'à la différence de vous, je veux bâtir ma vie sur des valeurs vraies, pas sur des alliances ou des apparences. » Alain resta figé, déstabilisé par l'assurance de son fils. Julien avait toujours été obéissant, mais ce soir, quelque chose avait changé. Avant qu'Alain ne puisse répondre, Julien tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière lui une tension presque palpable, dans les couloirs impeccablement entretenus de la maison Dubois. Julien croisa Héloïse, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis des décennies. « Monsieur Julien, tout va bien ?» demanda-t-elle avec un sourire inquiet. Julien prit une profonde inspiration et répondit doucement « Oui, Héloïse, ne vous inquiétez pas. » Mais tout en disant ces mots, il sentait le poids des attentes familiales peser lourdement sur ses épaules. La maison, bien que somptueuse, lui semblait suffocante. Les portraits de famille alignés sur les murs semblaient lui rappeler constamment qu'il appartenait à un héritage qu'il n'avait pas choisi. De retour dans son bureau, Alain Dubois s'assit lourdement dans son fauteuil. Un verre de cognac à la main, devant lui, sur le manteau de la cheminée, trônait une vieille photo de famille. Lui, sa défunte épouse, et Julien, encore enfant, souriant innocemment, il fixait l'image, perdu dans ses pensées. « Où ai-je échoué avec lui ?» murmura-t-il pour lui-même, pendant ce temps, dans sa chambre. Julien ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une lettre. C'était une invitation à visiter une petite ferme en Provence, qu'il avait reçue il y a quelques jours. L'auteur de la lettre, Amélie, remerciait chaleureusement Julien pour un don anonyme qu'il avait fait à leur communauté. Ces mots simples mais sincères avaient touché Julien plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Il relut un passage à voix basse. « Nous n'avons pas grand-chose ici, mais votre geste a fait une grande différence. Si jamais vous passez en Provence, sachez que vous serez toujours le bienvenu. » Un sourire léger se dessina sur ses lèvres. Il se leva, ouvrit son placard et sortit une valise. Paris, avec ses intrigues et ses attentes étouffantes, devait être laissé derrière. Provence l'appelait. Et peut-être là-bas, trouverait-il les réponses qu'il cherchait désespérément, alors que Julien préparait son départ. Alain,
seul dans son bureau, resserrait son poing autour de son verre de cognac. Dans son esprit, une seule pensée persistait. Il ne laisserait pas son fils ruiner tout ce qu'il avait construit. Le train traversait lentement les vastes plaines et les collines vallonnées de Provence. Par la fenêtre, Julien Dubois contemplait les champs de lavande qui semblaient s'étendre à l'infini. Baigné dans une lumière dorée, le paysage avait quelque chose de magique. Une sérénité que Julien n'avait jamais ressentie à Paris. Chaque instant passé à s'éloigner de la capitale et de la pression familiale semblait l'apaiser un peu plus. La gare de la petite ville était modeste, avec seulement 2 quais et un bâtiment en pierre au volet bleu. À sa descente du train, Julien remarqua une vieille camionnette cabossée garée non loin de là, une femme âgée au visage souriant et encadrée par des cheveux gris attachés en chignon, lui fit un grand signe de la main. « Julien, c'est bien vous ?» demanda-t-elle en avançant vers lui avec une énergie étonnante pour son âge. « Oui, madame », répondit-il avec un sourire. « Vous devez être Marguerite. »« Exact. Je suis la grand-mère d'Amélie. Venez, mon garçon. Vos bagages ne vont pas se porter tout seuls, » dit-elle en riant. Julien ne put s'empêcher de sourire à cette chaleur si différente de la froideur parisienne. Marguerite l'aida à charger ses affaires dans la camionnette avant de prendre la route. La petite route sinueuse traversait des champs de lavande et de tournesol, ponctués de vieux murs de pierre et de fermes en pierre blanche. Marguerite bavardait sans s'arrêter, racontant des anecdotes sur la région. Et les voisins et bien sûr Amélie. Elle est incroyable, vous savez, cette ferme. C'est son œuvre, une vraie battante, ma petite fille, avec tout ce qui est arrivé après la mort de son père. Elle a tout repris en main, expliqua Marguerite, la voix teintée de fierté. Elle doit être exceptionnelle, répondit Julien, intrigué, lorsque la camionnette s'arrêta devant la ferme. Julien sentit une bouffée d'air frais l'envahir. La maison en pierre, simple mais charmante, était entourée de champs de lavande et d'oliviers. Une fontaine rustique trônait au centre de la cour, ajoutant une touche pittoresque à l'ensemble. Amélie, une jeune femme aux cheveux bruns attachés négligemment, se tenait près de la clôture. Elle portait un panier d'herbes et un sourire éclatant qui illuminait son visage. « Julien, c'est bien vous ?» lança-t-elle, visiblement ravie. « En personne », répondit-il en descendant de la camionnette. « Merci pour votre invitation. Cet endroit est encore plus beau que je ne l'avais imaginé. » Amélie rougit légèrement, mais se reprit rapidement. « Venez, je vais vous faire visiter. » Elle le guida à travers la ferme, expliquant chaque détail avec enthousiasme. Elle montra les champs où la lavande était récoltée à la main, les ruches qui produisaient un miel parfumé et l'atelier où elle fabriquait des huiles essentielles. Julien était fasciné par la passion avec laquelle elle parlait de son travail. « Vous semblez vraiment aimer ce que vous faites » observa-t-il. « J'adore » répondit-elle en souriant. « Ce n'est pas toujours facile, mais c'est ma vie et je ne l'échangerai pour rien au monde. » Ils s'arrêtèrent sous un grand chêne, où Marguerite avait préparé un goûter avec des tartines de confiture maison et un pichet de limonade. Julien, habitué aux repas formels et aux mets raffinés, trouva une satisfaction inattendue dans cette simplicité. « Alors, Julien, que faites-vous à Paris ?» demanda Amélie après quelques instants. « Je travaille avec mon père. Enfin, disons plutôt que je suis censée le remplacer un jour, » répondit-il en haussant les épaules. « Mais ce n'est pas ce que je veux vraiment. » Amélie pencha la tête, curieuse. « Et qu'est-ce que vous voulez vraiment ?»« Je ne sais pas encore, » avoua-t-il en jouant avec une brindille d'herbe. « Mais je sais que je ne veux pas vivre selon les attentes de mon père. » Amélie resta silencieuse un moment avant de répondre. « Vous savez, parfois, il faut s'éloigner de ce qui nous semble familier pour découvrir qui on est vraiment. Peut-être que Provence peut vous aider ?» Julien croisa son regard et sentit une sincérité désarmante dans ses paroles. Il se surprit à sourire. La soirée se poursuivit dans une ambiance détendue. Marguerite insista pour préparer un dîner copieux, et Julien découvrit les saveurs locales avec émerveillement. Après le repas, il sortit pour prendre l'air. La nuit était claire, et les étoiles semblaient plus proches que jamais. Amélie, qui observait discrètement depuis la fenêtre, le rejoignit dans la cour. « Belle nuit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Magnifique », répondit-il sans détourner les yeux du ciel. On ne voit pas ça à Paris. Un silence confortable s'installa entre eux. Seulement troublé par le chant des grillons, Julien se tourna vers Amélie. « Merci de m'avoir invité. Je crois que j'avais besoin de cet endroit plus que je ne le pensais. Vous êtes toujours le bienvenu ici, » répondit-elle avec un sourire chaleureux. Alors qu'ils regagnaient la maison,
Julien sentit un étrange sentiment de paix l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à sa place. Julien passa 2 jours à la ferme, chaque moment renforçant son sentiment d'appartenance à cet endroit et sa connexion avec Amélie, leur complicité naissante. Leur goût commun pour la simplicité et leur désir de vivre librement les rapprochaient. Lorsqu'il quitta Provence, une certitude germa dans son esprit. Amélie n'était pas une rencontre comme les autres. Elle était différente, et il devait suivre son instinct. De retour à Paris, Julien ressentit immédiatement le contraste oppressant de la ville, le rythme effréné, les murs froids de la maison familiale et l'aura de domination de son père le ramenaient à une réalité qu'il souhaitait fuir. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'était plus prêt à plier sous les attentes. Le lendemain, à l'occasion d'un dîner en famille, Julien prit une décision audacieuse. Assis à la longue table ornée de chandeliers et de couverts en argent, il échangea des banalités avec son père et quelques membres influents de leur cercle. Le décor somptueux et les conversations superficielles semblaient presque irréelles à ses yeux, mais il savait qu'il devait parler, peu importe les conséquences. « Père, j'ai quelque chose à vous annoncer », déclara-t-il d'un ton calme mais assuré. Tous les regards se tournèrent vers lui. Alain posa lentement son verre de vin et fixa son fils avec curiosité. « Eh bien, Julien, ne nous faites pas attendre. » Julien inspira profondément avant de lâcher la bombe. « Je vais me marier. » Un silence glacial tomba sur la pièce. Même les domestiques, qui servèrent discrètement à table, semblèrent suspendre leurs gestes. Alain fronça les sourcils, déconcerté. « Te marier » répéta-t-il, comme s'il n'avait pas bien entendu. Avec qui, exactement? Julien redressa les épaules. Son regard défiant celui de son père. Avec Amélie? Alain éclata d'un rire sec, un rire sans joie qui résonna dans la salle. Amélie, cette fille de la campagne dont tu m'as vaguement parlé. Julien, sois sérieux. Tu es un Dubois. Tu ne peux pas te permettre ce genre de fantaisie. Julien serra les poings sous la table, luttant pour garder son calme. Ce n'est pas une fantaisie, père. C'est une décision. Amélie est la femme que j'aime, et je vais l'épouser. Alain se redressa, son regard se durcissant. Julien, écoute-moi bien. Si tu te maries avec cette fille, tu seras déshérité. Tu perdras tout, l'argent, l'entreprise, tout ce que j'ai construit pour toi. Julien sentit une vague de colère monter en lui. Il se leva, repoussant sa chaise. Tout ce que vous avez construit, père, vous l'avez fait pour vous-même. Si être riche signifie sacrifier ce que je ressens, alors je n'en veux pas. Alain se leva également, dominant son fils de toute sa stature. Très bien, Julien. Si tu veux vivre comme un paysan, va-t'en. Mais sache que tu ne remettras plus les pieds ici. Julien fixa son père, ses yeux brûlants de détermination. Très bien. Je préfère perdre votre fortune plutôt que de perdre la femme que j'aime. Il quitta la salle à grands pas, laissant derrière lui une tension palpable. Dans les couloirs, il croisa Héloïse, la gouvernante, qui le regarda avec inquiétude. « Monsieur Julien, tout va bien ?» murmura-t-elle. « Oui, Héloïse, » répondit-il, sa voix plus douce. « Tout ira bien. » Mais au fond de lui, Julien savait que ce n'était que le début d'un combat plus grand. Pendant ce temps, à la ferme en Provence, Amélie et Marguerite étaient en train de préparer des paniers de lavande pour le marché du village. L'ambiance était joyeuse. Mais Amélie ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui retenait Julien à Paris. Il avait promis de revenir bientôt, mais elle sentait une inquiétude grandir en elle. Marguerite, qui avait remarqué l'humeur pensive de sa petite fille, posa une main réconfortante sur son épaule. « Il reviendra, Amélie, ce garçon. Il t'aime, ça se voit dans ses yeux, » dit-elle avec un sourire rassurant. « J'espère que vous avez raison, grand-mère, » murmura Amélie. Mais Paris est un autre monde. Elle ne savait pas encore que Julien avait pris une décision qui changerait leur vie à tous les deux. De retour à Paris, Julien passa la nuit à préparer son départ définitif de la maison familiale. Il fit ses valises rapidement, emportant uniquement le nécessaire. Avant de partir, il entra une dernière fois dans le bureau de son père. Sur le grand bureau en acajou, il déposa une lettre succincte. « Père, je pars. Je vous laisse votre empire. Mais je prends ma liberté, Julien. » Il quitta la maison au petit matin, avant même que quiconque ne se réveille. Alors qu'il traversait les rues encore désertes de Paris, Julien se sentait plus léger.
Il savait qu'il avait choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus honnête. Son cœur battait plus vite à l'idée de retrouver Amélie. Le matin où Julien quitta Paris, l'atmosphère dans la maison du bois était chargée de tension. Lorsqu'Alain découvrit la lettre laissée par son fils, il serra les dents. Son visage se fermant dans une expression glaciale, les domestiques, habitués à son autorité, se tinrent à distance, conscients que leur patron était dans une humeur particulièrement sombre. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle du départ de Julien et de son projet de mariage avec une fille de la campagne se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles mondains de Paris. Les murmures et les commérages emplirent les salons luxueux où chaque détail, vrai ou supposé, alimentait les conversations. « Tu as entendu ? Le fils du bois va se marier avec une fermière. Une véritable honte pour leur famille. Que va devenir leur empire si Julien se détourne des affaires ?» Alain, lui, restait silencieux, son visage fermé lors de ses apparitions publiques. Cependant, en privé, il bouillonnait de colère et de frustration. Au déjeuner, lors d'une rencontre avec ses principaux associés, il tenta de détourner l'attention de la situation familiale. « Ce n'est qu'une phase, affirma-t-il d'un ton ferme. Julien reviendra à la raison, mais certains n'étaient même pas convaincus. Les regards échangés autour de la table révélaient des doutes. Julien arriva à la ferme un après-midi lumineux, le soleil réchauffant les champs de lavande et le doux parfum des fleurs emplissant l'air. Dès qu'Amélie le vit descendre de la vieille voiture qu'il avait louée, elle courut à sa rencontre. « Julien !» s'écria-t-elle, son sourire éclairant son visage. « Tu es revenu ?» Julien ouvrit les bras, et elle s'y blottit sans hésiter. « Bien sûr que je suis revenu, » répondit-il doucement. « Je t'ai promis que je choisirais notre vie. » Marguerite, qui observait la scène depuis le pas de la porte, secoua la tête en riant. « Eh bien, mon garçon, tu sais comment faire une entrée ?» Ils passèrent la soirée à discuter des plans pour leur avenir. Julien expliqua qu'il avait quitté Paris pour de bon et qu'il voulait commencer une nouvelle vie ici. À la ferme, Amélie, bien que touchée, ne put cacher son inquiétude. « Julien, es-tu sûr de pouvoir vivre si loin de tout ce que tu as connu ? Ici, la vie est belle, mais elle est dure. » Julien lui prit les mains, ses yeux brillants de sincérité. « Amélie, la vie que j'ai connue n'était pas la mienne. Ici, avec toi, je me sens enfin vivant. » Ces mots dissipèrent les doutes d'Amélie. Marguerite, cependant, restait pragmatique. Après le dîner, elle aborda Julien alors qu'il nettoyait à la table. « Julien, je t'aime bien, mais je dois te poser une question. As-tu réfléchi aux conséquences de ton choix ? Ton père ne te pardonnera pas facilement. » Julien hocha la tête. « Je sais, Marguerite, mais je suis prêt à affronter tout ce qui vient. » Alors que Julien s'installait dans sa nouvelle vie en Provence, les retombées de sa décision continuaient de secouer Paris. Des journalistes cherchaient à obtenir des détails sur la femme qui avait ensorcelé l'héritier du bois. Quelques photos volées d'Amélie dans les champs de lavande furent publiées, alimentant encore plus les ragots. Dans les salons privés, des partenaires d'Alain remettaient en question la stabilité future de l'empire du bois. Sans un héritier solide, que deviendront leurs affaires ? Murmura l'un d'eux. Ces murmures atteignirent finalement Alain, qui se retrouva isolé. Pour la première fois depuis des décennies, son pouvoir semblait vaciller, et il détestait l'idée qu'une simple fermière puisse être à l'origine de cette fissure. En Provence, la vie continuait, mais Amélie n'échappait pas non plus au jugement. Les habitants du village, bien que généralement amicaux, ne pouvaient s'empêcher de chuchoter à son passage. « Elle va vraiment épouser un homme comme Julien Dubois. Ils vivent dans deux mondes différents. Ça ne marchera jamais. » Amélie, forte et déterminée, feignit de ne pas entendre les remarques. Pourtant, certains jours, elle se réfugiait dans les champs pour laisser libre cours à ses émotions. Julien, qui remarqua son trouble, la rejoignit un soir sous le chêne où ils avaient partagé leur premier goûter. « Amélie, je sais que c'est difficile, mais je suis là pour toi. Peu importe ce que les autres disent. C'est toi et moi contre le monde. » Elle leva les yeux vers lui, une larme roulant sur sa joue. « Julien, je n'ai jamais douté de nous. Ce sont les autres qui me fatiguent parfois. » Il essuya doucement sa joue avant de l'embrasser sur le front. « Alors, ignorons-les. Construisons notre vie et prouvons-leur qu'ils ont tort. » Les jours passèrent, et malgré les défis, Julien et Amélie commencèrent à poser les bases de leur avenir. Ils travaillaient ensemble à la ferme, renforçant leurs liens et leur détermination. Mais dans l'ombre,
Alain Dubois préparait une contre-attaque. Il ne comptait pas perdre son fils et son empire sans se battre. Le soleil se levait à peine sur Paris lorsqu'Alain Dubois monta dans sa voiture, son visage fermé et sa détermination visible dans chaque geste. Depuis des semaines, il voyait son empire fragilisé par le départ de Julien, et les murmures incessants de ses associés avaient commencé à l'irriter profondément. Si son fils ne voulait pas revenir à la raison, alors il était temps d'aller directement à la source de ce qu'il considérait comme le problème. Amélie, après plusieurs heures de route, Alain arriva devant la ferme en Provence. Il descendit de son véhicule, ajusta sa veste parfaitement taillée et inspecta les lieux avec un mélange de dédain et de curiosité. Le contraste avec la maison familiale des Dubois était saisissant. Ici, tout était modeste. Une cour simple, des outils usés posés contre un mur en pierre et des champs de lavande qui s'étendaient à perte de vue. Mais Alain n'était pas là pour apprécier le charme rustique. Amélie apparut au loin, portant un panier rempli de fleurs de lavande fraîchement coupées. Lorsqu'elle aperçut Alain, elle fronça légèrement les sourcils, reconnaissant immédiatement cet homme qu'elle n'avait vu qu'à travers les descriptions de Julien. Elle posa son panier et s'avança, ses mains légèrement tremblantes mais son regard ferme. « Monsieur Dubois, je présume ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais méfiant. « Mademoiselle Amélie ?» répondit-il en hochant la tête. « Puis-je vous parler ?» Elle hésita un instant avant de l'inviter à s'asseoir sur un banc sous le grand chêne, le même où elle et Julien avaient partagé tant de moments intimes. Marguerite, qui les observait discrètement depuis la maison, resta à distance, mais ses instincts protecteurs étaient en alerte. Alain fixa Amélie, cherchant à trouver dans son apparence ou son comportement une faiblesse qu'il pourrait exploiter, mais elle lui rendit son regard sans fléchir. Après un moment de silence tendu, Alain prit la parole. « Je vais être direct. Vous et moi savons que Julien mérite mieux. Il a un avenir brillant à Paris, un rôle important dans l'entreprise que j'ai bâtie, et vous, avec tout le respect que je vous dois, n'en faites pas partie. » Amélie, bien qu'elle s'attendît à ce genre d'attaque, sentit un pincement au cœur, mais elle ne se laissa pas intimider. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, » répondit-elle doucement. « Julien est un homme adulte. Il a choisi de quitter votre monde, et il a choisi de rester ici avec moi. » Alain haussa un sourcil, surpris par son aplomb. Il a choisi, oui, mais il ne comprend pas ce qu'il perd. Peut-être que vous, en revanche, vous pourriez le comprendre. Si vous avez vraiment des sentiments pour lui, vous devriez le laisser partir. Amélie sentit sa colère monter, mais elle inspira profondément pour garder son calme. Elle se leva et planta son regard dans celui d'Alain. « Monsieur Dubois, vous pensez peut-être me connaître, mais vous vous trompez. Je ne suis pas ici pour détruire votre relation avec Julien. Je suis ici parce que nous avons trouvé quelque chose de vrai, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. Et si vous ne pouvez pas comprendre cela, c'est votre perte. » Alain se leva à son tour, son visage se durcissant. « Vous parlez comme si vous étiez au-dessus de tout ça, mais vous ne savez rien de ce que cela coûte de bâtir un empire. Vous n'avez pas la moindre idée des sacrifices qu'il a fallu faire. » Amélie croisa les bras, son regard s'adoucissant légèrement. « Vous avez raison, je ne connais pas ce monde, mais je sais une chose. Les sacrifices que vous avez faits vous ont éloigné de votre fils. Et si vous continuez, vous risquez de le perdre pour toujours. » Ces mots frappèrent Alain comme un coup, mais avant qu'il ne puisse réagir, Amélie continua. « Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Mon père, avant de mourir, m'a parlé d'un homme qui l'a trahi dans le passé, lui volant ce qui lui revenait de droit. Cet homme, monsieur Dubois, c'était vous. » Alain resta figé, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Qu'est-ce que vous racontez ?» murmura-t-il, déstabilisé. « Mon père, » expliqua Amélie, « était l'un de vos associés au début de votre entreprise, mais vous l'avez écarté sans scrupule, laissant ma famille sans rien. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici, à travailler dur pour reconstruire notre vie. » Un silence lourd s'installa entre eux. Alain, pour la première fois, semblait troublé. Il savait que ses débuts dans le monde des affaires n'avaient pas toujours été exemplaires, mais cette accusation raviva en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier. « Je vais vérifier vos dires, » déclara-t-il enfin, la voix tremblante. « Si ce que vous dites est vrai, alors je vous dois plus qu'une excuse. » Amélie ne répondit pas, mais son regard disait tout. Lorsqu'Alain quitta la ferme,
Il avait perdu de son assurance habituelle. Cette rencontre ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu, et une part de lui savait qu'il était peut-être allé trop loin. La voiture roulait silencieusement sur les pavés humides de Paris, tandis qu'Alain Dubois regardait fixement la lettre d'Amélie qu'il avait posée sur le siège passager. Ces mots tournaient dans son esprit comme une tempête incontrôlable. « Mon père, Gabriel Lefebvre, a été trahi par vous. Vous avez détruit sa vie et laissé ma famille dans la misère. Jamais personne n'avait osé lui parler ainsi. Et pourtant, ces accusations le hantaient en arrivant dans son immense manoir. » Alain se dirigea directement vers son bureau. Il referma la porte derrière lui, ignorant les salutations d'Elisabeth, son assistante, qui avait remarqué son humeur plus sombre que d'habitude. Une fois seul, il se laissa tomber dans son fauteuil. Fixant les étagères remplies de dossiers parfaitement classés, il se souvenait vaguement de Gabriel Lefebvre, un homme ambitieux, brillant même, qui avait été l'un de ses premiers partenaires d'affaires. Mais à l'époque, Alain était un jeune homme sans pitié, prêt à tout pour bâtir son empire. Il avait pris des décisions qu'il considérait comme nécessaires, mais qu'il n'avait jamais réellement questionnées depuis. Alain inspira profondément, avant de se lever et de se diriger vers l'armoire à dossiers. Située dans un coin de son bureau, il ouvrit les tiroirs, sortant une pile de vieux contrats, de lettres jaunies et de documents qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies. Le nom de Gabriel apparut sur plusieurs papiers, accompagné de signatures qui lui semblèrent étrangement distantes, comme si elles appartenaient à une autre vie. Il s'assit et commença à lire méthodiquement. Une lettre attira immédiatement son attention. « Alain, je croyais en votre vision, mais vos méthodes sont injustes. Vous avez choisi l'argent au détriment de la loyauté, et je refuse de vous suivre sur ce chemin. Sachez que les choix que vous faites aujourd'hui vous hanteront un jour. » Ces mots, écrits par Gabriel peu avant leur séparation, firent naître un malaise chez Alain. Il se souvenait maintenant des détails. La tension croissante entre eux, les disputes sur les directions à prendre pour l'entreprise, et finalement, la décision froide qu'il avait prise d'écarter Gabriel. À l'époque, cela lui avait semblé nécessaire. Aujourd'hui, cela ressemblait à une trahison. « Monsieur Dubois, avez-vous besoin de quelque chose ?» demanda Elisabeth, entr'ouvrant la porte avec précaution. « Non, laissez-moi » répondit-il sèchement. Il resta plongé dans les documents pendant des heures, retraçant les débuts de son empire. Plus il lisait, plus il réalisait que Gabriel avait été un homme intègre, mais trop idéaliste pour survivre dans le monde impitoyable des affaires. La culpabilité qu'Alain avait réussi à enfouir pendant des années refaisait surface avec une force inattendue. Le lendemain, il se leva tôt, incapable de trouver le sommeil. Il se tenait devant la fenêtre de sa chambre, regardant les rues de Paris s'animer sous la lumière grise de l'aube. Une pensée l'obsédait. Il devait en savoir plus sur ce qu'était devenue la famille de Gabriel après leur séparation. Il convoqua un détective privé, un homme discret et efficace qu'il avait souvent employé pour des affaires délicates. « Je veux tout savoir sur la famille de Gabriel Lefebvre », déclara-t-il en tendant les quelques documents qu'il avait sortis de ses archives. « Trouvez-les. » Quelques jours plus tard, le détective revint avec un dossier épais. Alain l'attendait dans son bureau, le regard fixe. « Alors ?» demanda-t-il, impatient. Le détective déposa le dossier sur le bureau et commença son rapport. « Gabriel Lefebvre a quitté Paris peu après sa séparation avec vous. Il a essayé de relancer des projets ailleurs, mais il a rencontré plusieurs échecs financiers. Finalement, sa santé s'est dégradée et il est mort prématurément, laissant derrière lui une fille, Amélie, et sa mère, Marguerite. Elles ont déménagé en Provence, où elles ont repris une petite ferme familiale pour survivre. » Alain feuilleta le dossier, lisant chaque détail avec attention. Les photos de la ferme, des champs de lavande, et surtout d'Amélie, le frappèrent par leur simplicité. Cette jeune femme, qui avait osé l'affronter, avait grandi dans des conditions bien différentes de celles qu'il avait imposées à Julien. Un autre détail attira son attention. Gabriel avait été enterré dans un petit cimetière à la périphérie de Provence. Non loin de la ferme, sans réfléchir, Alain décida qu'il devait s'y rendre. Le lendemain, il partit pour Provence, seul dans sa voiture, ses pensées tourbillonnant. Lorsqu'il arriva au cimetière, le soleil commençait à se coucher. Baignant les pierres tombales d'une lumière dorée, Alain trouva facilement la tombe de Gabriel. Une pierre simple, gravée avec sobriété. Gabriel Lefebvre, père aimé, esprit libre. Devant cette tombe,
Alain sentit un poids s'abattre sur lui. Il resta silencieux, cherchant les mots, mais aucun ne semblait approprié. Finalement, il murmura « Gabriel, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais je sais que j'ai échoué. Pas seulement avec toi, mais avec tout ce qui compte vraiment. » Il resta là, immobile, jusqu'à ce que le vent frais de la soirée le pousse à partir. En remontant dans sa voiture, une résolution naquit en lui. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il pouvait peut-être réparer certaines de ses erreurs. De retour à Paris, il appela à nouveau le détective. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur la ferme, et sur ce que je peux faire pour les aider. » Il savait que cette quête ne suffirait pas à effacer ses fautes. Mais c'était un début. Alain Dubois se réveilla ce matin-là avec un étrange mélange de détermination et de nervosité. Depuis son retour de Provence, il ne cessait de penser à Gabriel Lefebvre, à sa famille et à ce qu'il avait découvert. L'idée que ses actions passées avaient directement contribué aux souffrances d'Amélie et de Marguerite le hantait. Ce n'était pas seulement une question de culpabilité, c'était une question d'honneur. Quelque chose qu'il avait peut-être perdu en chemin. Assis dans son bureau, Alain parcourut les nouvelles informations que son détective avait rassemblées. Il savait maintenant que la ferme d'Amélie était en difficulté. Bien qu'elle soit prospère sur le plan moral et spirituel, les finances étaient précaires. Et le dur labeur de la jeune femme et de sa grand-mère ne suffisait pas toujours à tout maintenir à flot. L'idée que leur lutte quotidienne puisse être liée à ses propres choix d'autrefois lui était insupportable. « Elisabeth », fit-il en appelant son assistante. Elle entra presque immédiatement, un bloc-notes en main. « Oui, monsieur Dubois, je veux un rapport détaillé sur les subventions agricoles disponibles en Provence. Et trouvez-moi un conseiller spécialisé dans la reprise d'exploitation rurale. » Elisabeth, surprise par une demande aussi inhabituelle, hocha simplement la tête. Elle connaissait bien Alain pour savoir qu'il ne fallait pas poser de questions lorsqu'il avait ce regard déterminé. En parallèle, Alain rédigea une lettre. Il savait qu'un simple acte financier ne suffirait pas. Il voulait s'expliquer, mais les mots semblaient lui échapper. Après plusieurs brouillons, il finit par écrire « Amélie, je ne peux pas réparer le passé, mais je peux essayer de faire en sorte que l'avenir soit meilleur pour vous et Marguerite. » Pendant ce temps, en Provence, Amélie et Julien travaillaient dans les champs de lavande. Le soleil était haut dans le ciel, et la chaleur écrasante rendait leur tâche encore plus ardue. Pourtant, malgré la fatigue, ils partageaient des rires et des sourires, une complicité qui s'était renforcée depuis le départ de Julien de Paris. « Tu sais, » commença Julien en essuyant la sueur de son front, « je n'aurais jamais cru trouver autant de paix ici. » Amélie lui lança un regard malicieux. « La campagne a ses charmes, mais ne te méprends pas. La paix ici se mérite. Chaque goutte de sueur compte. » Il rit, mais ses pensées dérivèrent rapidement vers son père. Bien qu'il soit certain d'avoir pris la bonne décision en quittant Paris, une part de lui se demandait si Alain comprendrait un jour pourquoi il avait choisi cet autre chemin. Marguerite, qui revenait du village avec quelques provisions, les rejoignit dans les champs. Elle tenait une enveloppe dans la main et la tendit à Amélie avec un air intrigué. « Ça vient de Paris. C'est pour toi, Amélie. » Amélie fronça les sourcils en prenant la lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture nette et précise d'Alain Dubois. Julien, remarquant son expression, s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Une lettre de ton père, » répondit-elle doucement, avant d'ouvrir l'enveloppe avec précaution. Elle lut les mots d'Alain en silence, ses yeux passant rapidement d'une ligne à l'autre. Lorsqu'elle eut fini, elle resta immobile, fixant le papier comme si elle cherchait à lire entre les lignes. « Il dit qu'il veut aider, » murmura-t-elle finalement. « Il veut réparer ce qu'il a fait à mon père. » Julien, surpris, tenta de lire par-dessus son épaule. « C'est sérieux. Il n'a jamais été du genre à admettre ses erreurs. » Amélie haussa les épaules, partagée entre le scepticisme et une étrange lueur d'espoir. Peut-être qu'il essaie de changer, ou peut-être qu'il essaye simplement de se racheter à ses propres yeux. Dans tous les cas, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Marguerite, qui avait suivi la conversation en silence, prit finalement la parole. « Ma fille, le pardon est une chose précieuse, mais il doit être mérité. Laissons-le prouver ses intentions. » Amélie plia soigneusement la lettre et la glissa dans sa poche. Elle n'était pas prête à pardonner, mais elle était curieuse de voir ce qu'Alain ferait ensuite. De retour à Paris, Alain n'attendit pas de réponse immédiate. Il savait que regagner la confiance d'Amélie et de Julien serait une tâche ardue, mais il était prêt à y consacrer le temps et les efforts nécessaires.
Il se plongea dans les préparatifs pour aider la ferme, organisant des rendez-vous avec des experts agricoles et demandant des rapports sur les besoins spécifiques de l'exploitation. Cependant, tout cela ne suffisait pas à apaiser ses pensées. Une nuit, il se retrouva à contempler une vieille photo de Julien enfant, tenant fièrement un bouquet de fleurs qu'il avait cueilli dans un parc. Ce sourire innocent lui rappela à quel point il avait perdu de vue l'essentiel dans sa quête de succès. « J'ai échoué avec toi, Julien », murmura-t-il à voix basse. « Mais peut-être que je peux encore te montrer que je suis capable de mieux. » Quelques jours plus tard, Alain retourna en Provence, cette fois sans prévenir. Lorsqu'il arriva à la ferme, il trouva Amélie et Julien en plein travail dans les champs. Ils le virent approcher. Surpris par cette visite inattendue, Amélie s'essuya les mains et s'avança, méfiante mais polie. « Monsieur Dubois, que faites-vous ici ?» Alain, tenant un petit dossier dans les mains, lui tendit sans un mot. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit des propositions détaillées pour soutenir la ferme. Subventions, investissements et même des contacts avec des coopératives locales. « Ce n'est qu'un début », expliqua Alain d'une voix calme. « Je ne cherche pas à acheter votre pardon, mais à prouver que je peux agir différemment. » Amélie le regarda longuement, son expression indéchiffrable. Julien, à ses côtés, était tout aussi surpris. « Vous avez beaucoup à prouver, monsieur Dubois, » répondit-elle finalement. « Mais je suis prête à écouter. » Le soleil d'un après-midi provençal baignait la ferme d'une lumière dorée, alors qu'Alain Dubois, pour la première fois de sa vie, se retrouvait face à un mur qu'il ne pouvait briser d'un simple coup de force. Assis à une table en bois sous le grand chêne, il observait Amélie et Julien, debout à quelques pas de lui, échangeant des regards. L'atmosphère était lourde, presque palpable, comme si les mots qu'ils allaient en prononcer allaient décider de l'avenir de leur relation. « Alors, vous pensez que vous pouvez venir ici et tout arranger avec quelques papiers bien rédigés ?» lança Amélie, les bras croisés, son ton oscillant entre colère et méfiance. Alain, bien qu'habitué à contrôler chaque situation, se retrouva démuni devant cette jeune femme dont la détermination le déconcertait. Il posa les mains à plat sur la table, prenant une grande inspiration avant de répondre « Non, je ne crois pas que ce soit aussi simple, » admit-il. « Je sais que ce que j'ai fait à votre père est impardonnable. Mais si je peux, d'une manière ou d'une autre, alléger le fardeau que j'ai contribué à créer, alors je suis prêt à le faire. » Amélie haussa un sourcil. Visiblement surprise par l'humilité inhabituelle d'un homme aussi puissant, Julien, lui, semblait partagé entre la colère envers son père et une lueur d'espoir qu'il ne voulait pas encore admettre. « Pourquoi maintenant, père ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. « Pendant des années, vous n'avez jamais reconnu vos torts, ni envers moi, ni envers personne. Alors pourquoi cette soudaine volonté de changer ?» Alain baissa les yeux un instant, réfléchissant soigneusement à ses mots. « Parce que j'ai réalisé que tout ce que j'ai construit n'a aucun sens si cela me laisse seul, » répondit-il, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « J'ai passé ma vie à accumuler du pouvoir, à protéger l'entreprise. Mais en chemin, j'ai perdu ce qui comptait vraiment, toi, Julien. Et maintenant, je vois qu'il y a aussi une dette envers Amélie et sa famille. » Amélie le regarda longuement, tentant de déceler une trace de manipulation ou d'arrière-pensée. Mais tout ce qu'elle vit dans ses yeux était un homme vieillissant, fatigué et peut-être pour la première fois, sincèrement désireux de faire amende honorable. « Ce que vous avez fait à mon père a détruit sa vie, » dit-elle calmement. « Il croyait en vous, et vous l'avez trahi. Mais je ne veux pas que cette haine définisse ma vie. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, alors montrez-le. » Alain hocha la tête, acceptant sans protester. « Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez tout de suite, » répondit-il. « Mais je suis prêt à travailler pour mériter une chance de réparer ce qui peut l'être. » Les jours suivants furent étranges pour tous les habitants de la ferme. Alain, habitué à diriger de grandes réunions et à contrôler des entreprises internationales, se retrouva impliqué dans des tâches qu'il n'aurait jamais imaginées. Il se promenait dans les champs, observait les récoltes et posait des questions sur le fonctionnement de la ferme. Un matin, Marguerite, sceptique mais curieuse, l'invita à prendre le petit déjeuner avec elle sous le chêne. « Vous savez, monsieur Dubois, » dit-elle en sirotant son café, « les excuses, c'est bien joli, mais ici on juge les gens à leurs actes. » Alain esquissa un sourire fatigué. « Vous avez raison, les mots ne suffisent pas. C'est pourquoi je veux investir dans cette ferme, pas pour l'acheter, mais pour l'aider à prospérer. »
Marguerite le fixa un long moment avant de répondre. Si vous voulez vraiment aider, commencez par comprendre ce que nous faisons ici. La lavande, ce n'est pas qu'une culture, c'est notre vie, notre héritage. Respectez cela, et peut-être que je vous croirai, pendant ce temps. Julien et Amélie continuèrent de travailler côte à côte, bien que Julien semblait plus pensif que d'habitude. Une après-midi, alors qu'il taillait des plants de lavande, Amélie rompit le silence. « Tu réfléchis à lui, n'est-ce pas ?» Julien, surpris, releva la tête. « Oui, » répondit-il honnêtement. « Une part de moi veut croire qu'il change, mais l'autre part a du mal à oublier tout ce qu'il a fait. » Amélie posa une main réconfortante sur son bras. « Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour reconstruire quelque chose, pas pour lui, mais pour toi. Tu ne veux pas porter cette colère toute ta vie. » Julien hocha la tête, pensif. Quelques jours plus tard, Alain organisa une réunion sous le grand chêne, invitant toute la famille à écouter ses propositions. Il présenta des plans détaillés pour moderniser la ferme, tout en respectant ses traditions. Il avait fait appel à des experts locaux pour concevoir un système d'irrigation adapté et des outils pour améliorer les récoltes sans altérer leur qualité. Amélie, Marguerite et Julien écoutèrent attentivement. Lorsqu'Alain eut fini, Amélie prit la parole. « Tout cela semble prometteur, mais cela ne changera pas ce que vous avez fait, » dit-elle. « Cependant, je suis prête à vous laisser prouver vos intentions. » Alain acquiesça, reconnaissant. « Merci Amélie, je ne vous décevrai pas. » Ce soir-là, Alain resta seul dans sa chambre d'hôte, regardant par la fenêtre les champs de lavande illuminés par la lumière de la lune. Il savait que ce qu'il entreprenait ici était plus qu'une simple rédemption. C'était une chance de redécouvrir ce qu'il avait perdu, un lien avec son fils, une humanité qu'il avait longtemps sacrifiée au profit de ses ambitions, et peut-être même un respect retrouvé. Il se promit de ne pas faillir. Cette fois, les jours se transformèrent en semaines à la ferme, et la tension initiale entre Alain et la famille d'Amélie commença lentement à s'apaiser. Bien que la méfiance persistât, ses efforts constants pour s'intégrer et soutenir la ferme portèrent leurs fruits. Il participait aux récoltes, posait des questions pertinentes sur les besoins de l'exploitation et écoutait attentivement les conseils de Marguerite, dont la sagesse pratique commençait à l'impressionner. Julien, de son côté, observait son père avec prudence. Chaque geste, chaque parole était minutieusement analysée, cherchant à comprendre si cette transformation était authentique ou simplement une façade. Cependant, malgré ses doutes, il ne pouvait nier que quelque chose avait changé en Alain. Il n'était plus l'homme froid et autoritaire qu'il avait laissé à Paris. Un matin, alors que Julien et Amélie travaillaient ensemble à tailler les plants de lavande, Julien interrompit le silence. « Amélie, as-tu réfléchi à ce que tu veux pour notre mariage ?» demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. Amélie releva la tête, un sourire doux éclairant son visage. « Je veux que ce soit simple. Ici, avec notre famille et nos amis proches, pas de grandiose, juste de la sincérité. » Julien hocha la tête, soulagé. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais derrière ce moment de sérénité, une question persistait. Julien se demandait s'il devait inviter son père à participer activement à la cérémonie. Cette idée le tiraillait, et il décida de l'aborder avec Amélie plus tard. Pendant ce temps, Alain, qui s'était isolé dans une petite pièce de la ferme transformée en bureau, examinait une pile de documents. Il travaillait avec acharnement sur des propositions pour rendre la ferme plus rentable tout en respectant son héritage. Marguerite entra doucement, portant une tasse de café fumant. « Vous avez travaillé toute la matinée ?» dit-elle en posant la tasse devant lui. « Vous êtes déterminé, à ce que je vois. »« J'ai beaucoup à me faire pardonner », répondit Alain sans lever les yeux de ses papiers. Marguerite s'assit en face de lui, croisant les bras. « Pardonnez, peut-être. Mais si vous voulez vraiment réparer les choses, il faudra plus que du travail et des plans. Vous devrez montrer que votre cœur est dans tout cela, pas seulement votre tête. » Alain releva enfin les yeux, rencontrant son regard perçant. « Je suis prêt à faire ce qu'il faut. Mais parfois, je me demande si Julien et Amélie me laisseront vraiment une chance. » Marguerite sourit légèrement. « Vous avez déjà franchi une première étape en venant ici. Continuez à montrer que vous êtes sincère, et ils finiront par le voir. » Le village voisin, généralement calme, s'animait alors que les préparatifs pour le mariage d'Amélie et Julien commençaient. La petite église locale, entourée de cyprès,
fut choisi pour la cérémonie, et les habitants du village se portèrent volontaires pour aider. Certains préparaient des décorations florales, d'autres offraient leur talent culinaire pour le banquet. Alain, en marchant dans le village avec Julien, se montra étonnamment discret mais attentif. Il posa des questions sur les traditions locales et proposa même de financer certaines dépenses, une offre qui fut acceptée à contre-cœur par Amélie, qui préférait garder les choses modestes. « Je veux que tout cela soit authentique », dit-elle un soir à Julien, alors qu'ils discutaient des préparatifs. « Pas de luxe inutile. » Julien sourit, prenant ses mains dans les siennes. « Je te promets que ce sera parfait, à notre manière, la veille du mariage. » Alain demanda à Julien de le rejoindre dans la petite salle de réunion improvisée qu'il utilisait comme bureau. Julien entra, méfiant mais curieux. « Que veux-tu, père ?» demanda-t-il en s'asseyant en face de lui. Alain prit un moment pour répondre, son visage trahissant une rare vulnérabilité. « Julien, je sais que je n'ai pas été un bon père. Je sais que j'ai échoué à comprendre ce qui comptait pour toi, et je ne m'attends pas à ce que tu oublies tout ce que j'ai fait. Mais demain, c'est ton grand jour, et je veux être là pour toi, pas seulement en spectateur. » Julien resta silencieux, ses pensées tourbillonnant. Il savait que cette conversation arriverait tôt ou tard, mais il ne s'attendait pas à la sentir si honnête. « Et qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il finalement. Alain croisa les mains devant lui. « Je veux avoir un rôle dans cette journée, pas pour m'imposer, mais pour te montrer que j'ai changé. » Julien réfléchit longuement avant de répondre. « Très bien, père. Tu peux prendre la parole pendant la cérémonie, mais à une condition. Sois sincère. Pas de discours préparé, pas de façade. Juste toi. » Alain hocha la tête, visiblement ému. « Merci, Julien. Je ne te décevrai pas. » Le soir venu, la ferme s'illumina de guirlandes et de lanternes. Les invités, arrivant peu à peu, apportèrent une ambiance chaleureuse et festive. Amélie, entourée de Marguerite et de ses amis, se retira dans sa chambre pour une dernière nuit de réflexion avant le grand jour. Julien, quant à lui, regarda les étoiles depuis la cour, repensant à tout ce qu'il avait mené jusqu'à cet instant. Dans un coin sombre, Alain, assis seul, observait la scène avec un mélange de fierté et de regret. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était à la place qui lui correspondait, même si cette place n'était pas celle qu'il avait imaginée des années plus tôt. Le matin du mariage se leva sur Provence, avec une lumière douce et dorée. La ferme bourdonnait d'activité. Des habitants du village allaient et venaient, transportant des fleurs fraîches, des nappes blanches et des plateaux garnis de mets locaux. Une odeur de lavande, omniprésente, flottait dans l'air, rendant l'atmosphère encore plus magique. Dans la petite chambre où Amélie se préparait, Marguerite ajustait les derniers détails de la robe blanche que sa petite fille avait choisi de porter. La robe, simple mais élégante, avait appartenu à Marguerite dans sa jeunesse. Chaque couture semblait raconter une histoire, un héritage transmis de génération en génération. « Tu es magnifique, ma fille », murmura Marguerite en posant ses mains sur les épaules d'Amélie. « Merci, grand-mère », répondit Amélie en se regardant dans le miroir. « Mais j'ai un peu peur. » Marguerite se tourna vers elle, un sourire rassurant aux lèvres. « Peur de quoi ? De l'amour. Mon enfant, l'amour vrai n'est jamais facile, mais il vaut chaque effort. » Amélie inspira profondément et hocha la tête. Dans une autre partie de la ferme, Julien ajustait sa chemise devant un petit miroir. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de doute, mais d'émotion. Alain entra dans la pièce, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. « Julien », dit-il doucement en s'approchant. Julien se tourna vers lui, surpris mais pas désagréablement. « Père ?» Alain hésita un instant avant de parler. « Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Je sais que je ne l'ai pas souvent exprimé, mais aujourd'hui, je vois à quel point tu es devenu un homme remarquable, Julien. Touché, répondit avec un sourire léger. « Merci, père. Cela compte pour moi que tu sois là aujourd'hui. » Un moment de silence respectueux s'installa entre eux, avant qu'Alain ne pose une main sur l'épaule de son fils. « Tu vas être un mari extraordinaire. » L'église du village, décorée avec des guirlandes de fleurs et des rubans blancs, accueillit les invités dans une ambiance chaleureuse et intime. La cloche résonna doucement, marquant le début de la cérémonie. Julien, debout près de l'autel, regardait la porte d'entrée avec une anticipation visible. Lorsqu'Amélie apparut enfin, marchant lentement au bras de Marguerite,
Un murmure d'admiration parcourut l'assemblée, sa beauté naturelle, renforcée par la simplicité de sa robe et la sérénité de son expression, captivait tous les regards. Julien, les yeux brillants, ne pouvait détacher son regard d'elle. Le prêtre, un homme âgé mais souriant, commença la cérémonie avec une bénédiction chaleureuse. Les mots échangés entre Julien et Amélie étaient empreints de sincérité et d'amour, chaque phrase reflétant leur voyage jusqu'à cet instant. Mais c'est lorsque le prêtre invita Alain à parler que l'attention de tous se concentra sur lui. Alain se leva lentement, traversant l'allée centrale sous les regards attentifs. Une fois à l'hôtel, il se tourna vers l'assemblée, puis fixa Julien et Amélie. « Je ne suis pas un homme de discours », commença-t-il, sa voix grave résonnant dans l'église. « Mais aujourd'hui, je veux parler du chemin que j'ai parcouru pour arriver ici. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Pendant des années, j'ai cru que le succès se mesurait en chiffres, en pouvoir, en contrôle. Mais j'ai appris, grâce à vous deux, que le vrai succès réside dans les liens que nous créons, dans l'amour et dans le respect mutuel. Julien, Amélie, vous m'avez montré ce que signifie vraiment être une famille. » Amélie, émue, sentit une larme couler sur sa joue. Julien, debout à ses côtés, posa une main rassurante sur la sienne. « Aujourd'hui, » continua Alain, « je veux vous remercier. Merci de m'avoir donné une chance de me racheter, de mieux comprendre ce qui compte réellement. Vous êtes un exemple de ce que l'amour peut accomplir. » Il se tourna vers Julien. « Mon fils, je suis fier de toi. Et Amélie, je suis honorée de t'accueillir dans notre famille. » L'assemblée applaudit doucement alors qu'Alain retournait à sa place, visiblement ému. Après la cérémonie, le village tout entier se réunit à la ferme pour célébrer le mariage. Des tables longues et simples, décorées de fleurs sauvages et de chandelles, furent installées dans la cour. Les rires, la musique et l'odeur de plats fraîchement préparés remplissèrent l'air. Julien et Amélie, rayonnants, partagèrent leur première danse sous les étoiles, entourés de leurs proches. Alain, assis à une table, observait la scène avec une expression mélancolique mais paisible. Marguerite, qui s'était assise à côté de lui tapota doucement le bras. « Vous avez bien parlé, monsieur Dubois, » dit-elle avec un sourire. « Peut-être que vous n'êtes pas aussi dur que vous voulez le faire croire. » Alain laissa échapper un léger rire, le premier depuis longtemps. « Peut-être que je commence enfin à comprendre ce que signifie être humain. » La fête continua tard dans la nuit, chaque moment gravé dans la mémoire de ceux qui y participaient. Pour Julien et Amélie, c'était le début d'une nouvelle vie. Une vie construite sur l'amour, le respect et un profond sentiment de communauté. Et pour Alain, c'était un nouveau chapitre, une opportunité de réécrire l'histoire de sa famille et de construire un avenir plus authentique, guidé par les leçons qu'il avait apprises dans les champs de lavande de Provence. Le lendemain du mariage, la ferme était calme, comme si la terre elle-même prenait une pause pour savourer la sérénité laissée par la célébration de la veille. Les tables avaient été débarrassées, mais quelques guirlandes et lanternes suspendues témoignaient encore de la fête magique qui avait illuminé la nuit. Dans la cuisine, Amélie et Marguerite préparaient le petit déjeuner. Les rayons du soleil traversèrent les rideaux légers, baignant la pièce d'une lumière douce. Amélie semblait radieuse, bien que légèrement fatiguée. Julien entra, les cheveux encore en bataille, un sourire paisible aux lèvres. « Bonjour, Madame Dubois », dit-il avec un sourire taquin en embrassant sa joue. Amélie rit doucement en secouant la tête. « Je vais avoir besoin de temps pour m'habituer à ce nom », répondit-elle en lui tendant une tasse de café. Marguerite, observant la scène avec un regard bienveillant, s'appuya sur le comptoir. « Vous deux, vous êtes faits pour ça », dit-elle simplement. Alors qu'ils savouraient leur petit déjeuner, Alain entra dans la pièce, toujours impeccablement habillé malgré l'atmosphère décontractée de la ferme. Il s'arrêta un instant dans l'encadrement de la porte, comme s'il hésitait à troubler leur moment. Julien l'invita à entrer d'un simple geste. « Père, venez nous rejoindre », dit-il d'un ton moins méfiant qu'avant. Alain accepta l'invitation et s'assit à table. Le silence initial fut un peu lourd, mais il s'allégea lorsque Marguerite posa une assiette de pain frais et de confiture devant lui. « Vous avez survécu à la fête ?»« Monsieur Dubois », plaisanta-t-elle avec un sourire. Alain sourit légèrement, prenant une bouchée. « Ce n'est pas souvent que je participe à des célébrations aussi authentiques. Cela m'a rappelé des choses que j'avais oubliées, ou peut-être ignorées, » répondit-il. Amélie, attentive, se tourna vers lui, tourna. «
Comme quoi, par exemple, Alain posa sa tasse de café réfléchissant. Comme le fait que la vie est plus que des contrats et des bilans, que les relations humaines, la simplicité, ont une valeur que je n'ai pas su reconnaître, Julien et Amélie échangèrent un regard. C'était une confession rare de la part d'un homme qui avait bâti sa réputation sur son implacabilité. « Peut-être que vous commencez enfin à comprendre ce que nous avons toujours su », répondit Amélie doucement. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange mais agréable transition. Alain, qui aurait normalement quitté Provence pour retourner à ses affaires à Paris, resta à la ferme. Il participait aux tâches quotidiennes. De l'entretien des champs à l'organisation des projets qu'il avait proposés pour moderniser l'exploitation, un après-midi, alors qu'il travaillait sur des documents près de la grange, Julien vint le rejoindre. Il s'assit à côté de lui, observant son père avec un mélange de curiosité et de respect naissant. « Je dois admettre que je ne t'ai jamais vu aussi impliqué dans quelque chose d'autre que l'entreprise, » dit-il. Alain leva les yeux, esquissant un sourire. « Peut-être parce que, pour la première fois, je fais quelque chose qui a du sens pour moi. » Julien sembla surpris, mais il hocha lentement la tête. « Alors, tu comptes rester ici ?» Alain regarda les champs de lavande qui dansaient sous le vent doux de l'après-midi. « Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne suis pas prêt à repartir. » Pendant ce temps, Marguerite et Amélie observaient la nouvelle dynamique familiale se développer avec curiosité. Marguerite, toujours pragmatique, ne manquait pas de faire remarquer à Amélie que la présence d'Alain, bien qu'inattendue, semblait bénéfique. « Il apprend, peut-être lentement, mais il apprend, » dit Marguerite en servant le thé. « Je pense qu'il essaie vraiment, » répondit Amélie en regardant Julien et Alain à travers la fenêtre. « Mais j'ai toujours peur qu'il reparte et qu'il revienne à son ancienne vie. » Marguerite haussa les épaules. « C'est une possibilité, mais pour l'instant, il est ici, et cela veut dire quelque chose. » Quelques jours plus tard, Alain proposa une réunion avec toute la famille. Assis autour de la grande table en bois sous le chêne, il déroula un plan détaillé pour la ferme, une feuille de route pour l'avenir. « J'ai fait appel à des experts locaux, » commença-t-il, « pour m'assurer que tout ce que je propose respecte la tradition et l'écosystème de la région. Mon objectif n'est pas de transformer cette ferme en une entreprise froide, mais de l'aider à prospérer tout en restant fidèle à ce qu'elle est. » Amélie parcourut les documents avec attention. Julien et Marguerite écoutaient également, posant des questions ici et là. Pour la première fois, la collaboration semblait naturelle, presque fluide. « Ces propositions sont solides, » dit Amélie en refermant le dossier. « Mais il faudra du temps pour que je vous fasse entièrement confiance. » Alain acquiesça. « Je comprends, et je suis prêt à gagner cette confiance, un jour à la fois. » Alors que le soleil se couchait ce soir-là, la famille partagea un dîner simple mais chaleureux. Alain, assis au bout de la table, observa Julien et Amélie échanger des rires complices, tandis que Marguerite racontait une vieille histoire pleine de sagesse. Pour la première fois depuis longtemps, Alain se sentit en paix, non pas parce qu'il avait tout réglé, mais parce qu'il avait enfin trouvé un endroit où il pouvait commencer à réparer les morceaux cassés de sa vie. Le temps passait doucement à la ferme, chaque journée marquée par des tâches simples mais enrichissantes. Alain, qui n'avait jamais passé autant de temps loin des gratte-ciel de Paris, commençait à s'adapter à ce nouveau rythme. Ses matinées étaient dédiées au champ de lavande, où il écoutait les conseils de Marguerite et Amélie avec une humilité qui surprenait tout le monde. L'après-midi, il travaillait sur les projets de modernisation de la ferme, utilisant ses compétences en gestion pour améliorer l'efficacité sans compromettre l'authenticité du lieu. Cependant, au-delà des activités quotidiennes, une transformation plus profonde se produisait. Alain ne se contentait plus de simplement être là. Il s'investissait émotionnellement, redécouvrant des facettes de lui-même qu'il avait depuis longtemps oubliées. Un soir, après une longue journée, Julien le trouva assis sous le grand chêne, un carnet ouvert devant lui. « Tu écris ?» demanda Julien en s'asseyant à ses côtés. Alain haussa légèrement les épaules, esquissant un sourire. « Juste quelques réflexions. Je suppose que c'est ma façon de faire le point. » Julien regarda son père, notant à quel point il semblait changer. « Tu as l'air différent, » admit-il. « Plus humain, je dirais. » Alain laissa échapper un léger rire. « Peut-être que Provence m'a enseigné ce que Paris ne pouvait pas. » Julien resta silencieux un instant avant de poser une question qui le hantait depuis des semaines. « Et après, père, que comptes-tu faire une fois que tout cela sera en place ?» Alain ferma son carnet,
posant un regard sérieux sur son fils. « Je n'ai pas toutes les réponses, Julien, mais je sais une chose. Je ne veux pas revenir à ma vie d'avant. » Ces mots touchèrent Julien plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Peut-être qu'on peut trouver une façon de construire quelque chose ensemble. Ici, proposa-t-il timidement. Alain sourit. Un sourire sincère et rare. Rien ne me ferait plus plaisir. Quelques jours plus tard, la ferme était en effervescence. Alain avait organisé une petite réunion avec des experts locaux, des partenaires potentiels et même des habitants du village pour discuter des projets à venir. Amélie, bien qu'encore méfiante, appréciait l'effort qu'il déployait pour inclure tout le monde dans le processus. Marguerite, quant à elle, observait Alain avec un mélange de prudence et d'admiration. « Cet homme est têtu », murmura-t-elle à Amélie pendant que les discussions battaient leur plein. Mais peut-être que sa tête dure est enfin utilisée pour quelque chose de bien. Amélie rit doucement, hochant la tête. « Il a encore beaucoup à prouver, mais je commence à croire qu'il est sincère. » Le lendemain, Alain demanda à parler à Amélie en privé. Ils s'assirent sur un banc près de la grange, entouré par le doux parfum des champs de lavande. « Amélie, » commença-t-il, « je voulais te dire quelque chose depuis un moment. » Elle le regarda attentivement, attendant ses mots. « Je sais que je ne peux jamais effacer ce que j'ai fait à ton père, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais je veux que tu saches que j'essaie, vraiment, de me racheter, non pas pour apaiser ma conscience, mais parce que je crois que tu mérites mieux. » Amélie resta silencieuse un moment avant de répondre. « Je vois que tu fais des efforts, Alain, et je reconnais que c'est loin de ce que j'aurais imaginé. Mais le pardon ne se donne pas facilement. Il se gagne avec le temps. » Alain acquiesça, acceptant ses paroles sans protester. « Merci, » répondit-il simplement. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère plus légère. Julien et Alain travaillaient ensemble sur les projets de la ferme, établissant un partenariat basé sur un respect mutuel. Marguerite, qui avait toujours eu un œil attentif sur la dynamique familiale, nota avec satisfaction que les tensions s'étaient adoucies. Un soir, alors que la famille partageait un dîner sous les étoiles, Alain leva son verre, attirant l'attention de tous. « Je veux dire quelque chose », déclara-t-il, sa voix emplie d'émotion. Amélie, Julien et Marguerite échangèrent un regard curieux, avant de se tourner vers lui. « Ces derniers mois, j'ai appris des leçons que je n'aurais jamais imaginées, » continua-t-il. « Vous m'avez montré que la richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans les liens que nous tissons. » Il se tourna vers Amélie, puis vers Marguerite. « Merci de m'avoir permis de faire partie de votre vie, même si je ne l'ai pas mérité au début. » Puis, il fixa Julien, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. « Julien, tu es tout ce que j'aurais voulu être, et je suis fière de toi, plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Un silence empli de respect suivit ces paroles avant que Julien ne se lève pour prendre la parole à son tour. « Et je suis fière de toi, père, parce que tu as prouvé que les gens peuvent changer. » Leur échange fut suivi d'applaudissements légers et de sourires sincères. Ce soir-là, alors que tout le monde s'était retiré pour la nuit, Alain resta seul sous le grand chêne, contemplant les étoiles, pour la première fois depuis longtemps. Il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir lui appartenait encore. 1 an s'était écoulé depuis le mariage d'Amélie et Julien, et la ferme avait pris un nouvel élan. Ce lieu, autrefois modeste, était devenu un symbole d'unité et de renaissance. Les champs de lavande, d'une beauté éclatante, s'étendaient à perte de vue, attirant des visiteurs venus des 4 coins du pays. Les efforts collectifs d'Alain, Julien, Amélie et Marguerite avaient transformé la ferme en un havre prospère où tradition et modernité coexistaient harmonieusement. La maison principale, autrefois simple et vieillissante, avait été restaurée avec soin, tout en conservant son charme rustique. Une petite boutique avait été aménagée dans une grange rénovée, proposant des huiles essentielles, des savons artisanaux et des bouquets de lavande fraîche. Les habitants du village participaient activement, fiers de contribuer à la renommée croissante de ce lieu. Un matin d'été, Alain Dubois se tenait à l'entrée de sa petite maison située non loin de la ferme, une tasse de café à la main. Le parfum des champs de lavande flottait dans l'air, mélangé au chant des oiseaux. Il observait Julien et Amélie qui travaillaient ensemble dans les champs, leurs éclats de rire résonnant doucement à travers les collines. Marguerite, assise à l'ombre d'un vieux figuier, surveillait la scène avec un sourire bienveillant.
Alain ne pouvait s'empêcher de ressentir une fierté qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement en paix. Cette ferme n'était pas seulement un lieu de travail, c'était un foyer, un espace où il avait trouvé une nouvelle définition de la richesse, des liens authentiques et un sens profond de la communauté. Marguerite, remarquant son regard pensif, s'approcha avec une tasse de thé fumante. Elle s'assit à ses côtés, rompant le silence avec sa sagesse habituelle. « Vous les regardez souvent comme ça ?» fit-elle remarquer avec un sourire. Alain hocha lentement la tête, un sourire doux se dessinant sur ses lèvres. « Il me rappelle ce que j'ai raté dans ma propre vie, » murmura-t-il. « Mais les voir ensemble me donne de l'espoir. » Marguerite, toujours pragmatique, posa une main réconfortante sur son bras. « Alain, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez raté. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. » Ces mots résonnèrent profondément en Alain. Il avait appris que la rédemption n'était pas un instant unique, mais un processus continu, une série de choix qui reflétèrent des intentions sincères. L'après-midi, la famille se rassembla sous le grand chêne pour discuter des projets à venir. La ferme prospérait, mais Alain, fidèle à son esprit entrepreneurial, avait identifié des moyens de la développer davantage. « J'ai réfléchi à des façons d'élargir notre portée sans compromettre notre authenticité », dit-il en déroulant des plans sur la table. Nous pourrions organiser des ateliers réguliers pour les visiteurs, les initier à la culture de la lavande et à la fabrication de nos produits. Cela renforcerait nos liens avec la communauté, tout en augmentant nos revenus. Amélie et Julien examinèrent les plans avec intérêt. Marguerite, toujours vigilante, intervint avec son franc-parler habituel. Tout cela semble bien, mais n'oublions pas ce qui rend cet endroit spécial. Son âme, pas question de devenir une usine à touristes. Alain acquiesça immédiatement, reconnaissant la sagesse de ses paroles. « Vous avez raison, Marguerite. Je veux que chaque décision que nous prenons honore ce que vous avez construit ici. » Ces discussions, bien que parfois animées, renforcèrent la collaboration entre eux. La ferme était devenue un véritable projet familial, où chaque voix était entendue et respectée. Quelques semaines plus tard, un événement spécial fut organisé à la ferme, une journée portes ouvertes pour célébrer le succès de l'année écoulée. Les habitants du village et des visiteurs de passage affluèrent, émerveillés par les champs de lavande en pleine floraison. Des ateliers furent organisés, où les participants apprirent à distiller l'huile essentielle de lavande et à confectionner des bouquets. Alain, vêtu d'un simple tablier, supervisait un stand de vente. Il échangeait des sourires et des plaisanteries avec les visiteurs, un contraste frappant avec l'homme distant et autoritaire qu'il avait été. Marguerite, observant la scène de loin, secoua doucement la tête. « Regardez-le », dit-elle à Amélie avec un sourire. Qui aurait cru qu'il se débrouillerait si bien ? Amélie, qui dirigeait un atelier, jeta un coup d'œil vers Alain et sourit. « Il a trouvé sa place ici », répondit-elle doucement. Le soir, après une journée remplie de rires et de succès, la famille se retrouva sous le grand chêne pour un dîner simple mais chaleureux. Les lanternes suspendues illuminaient leurs visages, tandis que le bruit des grillons accompagnait leur conversation. Julien se leva pour proposer un toast. « À l'amour, à la famille et à la lavande », déclara-t-il en levant son verre, déclenchant des rires et des applaudissements. Alain, ému, prit la parole à son tour. « Cette année a été une révélation pour moi. J'ai appris que la richesse véritable réside dans les liens que nous créons et dans l'amour que nous partageons. Merci à vous tous de m'avoir donné une chance de découvrir cela. » Amélie posa une main sur la sienne, un sourire sincère éclairant son visage. « Vous faites partie de cette famille maintenant, Alain, et c'est tout ce qui compte. » Alors que la nuit avançait, Julien et Amélie annoncèrent une nouvelle qui bouleversa de joie l'assemblée. Ils attendaient un enfant. Marguerite, ravie, les serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Alain, quant à lui, sentit une vague de fierté et d'émotion l'envahir. Plus tard, alors que tout le monde s'était retiré, Alain resta seul sous le grand chêne, regardant les étoiles briller dans le ciel clair. Pour la première fois, il sentit que tout était à sa place. Il avait trouvé une nouvelle famille, un sens à sa vie, et surtout, une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir s'annonçait plein de promesses. Quelques mois après l'annonce de la grossesse d'Amélie, la vie à la ferme continuait de s'épanouir. Les champs de lavande étaient plus beaux que jamais, et la ferme attirait de nouveaux visiteurs chaque jour. Pourtant,
derrière l'effervescence apparente, des moments plus intimes se déroulaient, tissant des liens encore plus profonds entre les membres de la famille. Alain, qui passait désormais presque tout son temps à la ferme, s'était transformé en un mentor patient et investi. Julien, bien qu'héritier naturel de cette nouvelle entreprise familiale, appréciait les conseils et l'expérience de son père. Leur relation, autrefois marquée par des confrontations, s'était adoucie, laissant place à une complicité sincère. Un matin, alors qu'Alain et Julien travaillaient côte à côte dans les champs, Julien posa une question qui le hantait depuis un moment. « Père, as-tu déjà envisagé de transmettre ce que tu sais, pas seulement à moi, mais à d'autres ?» Alain, surpris, releva la tête et observa son fils avec curiosité. « Que veux-tu dire ?» Julien sourit légèrement, essuyant la sueur de son front. « Ce que nous avons construit ici, c'est plus qu'une ferme. C'est un modèle de ce que la collaboration et l'authenticité peuvent accomplir. Peut-être qu'il est temps de partager cette vision avec d'autres. » Alain hocha lentement la tête, réfléchissant. « C'est une idée intéressante, » admit-il. « Mais ce que nous avons ici est unique. Je ne voudrais pas le diluer en voulant trop en faire. » Julien posa une main sur l'épaule de son père. « Justement, si nous faisons cela avec soin, cela peut inspirer d'autres personnes à créer quelque chose de similaire. » Cette conversation planta une graine dans l'esprit d'Alain. Pendant les semaines qui suivirent, il réfléchit à des moyens d'élargir l'impact de leur ferme sans compromettre son essence. Avec l'aide d'Amélie et de Marguerite, ils élaborèrent un projet visant à former d'autres agriculteurs locaux, partageant leurs connaissances et leurs ressources. Entre-temps, la grossesse d'Amélie avançait. Marguerite, ravie de devenir arrière-grand-mère, passait ses journées à tricoter de petites couvertures et à raconter des histoires de famille à Amélie. Ces moments, empreints de tendresse, renforçaient les liens entre les générations. Un soir, alors que la famille partageait un dîner sous les étoiles, Alain prit la parole, interrompant les rires et les conversations. « J'ai une annonce à faire », dit-il en regardant chacun d'eux. Amélie, Julien et Marguerite échangèrent des regards curieux, attendant la suite. « J'ai réfléchi à ce que Julien a dit, » continua Alain, « et je pense qu'il a raison. Ce que nous avons ici est précieux, et je veux le partager. J'ai décidé de créer une fondation dédiée à la préservation des petites exploitations agricoles et à la promotion de l'agriculture durable. » Un silence empli d'émotions suivit ces paroles. Amélie fut la première à réagir, un sourire éclatant éclairant son visage. « C'est une idée merveilleuse, Alain. » Julien hocha la tête, fier de son père. « Je savais que tu trouverais une façon de transformer ce que nous avons construit ici en quelque chose de plus grand. » La fondation fut lancée quelques mois plus tard lors d'un événement organisé à la ferme. Des agriculteurs, des partenaires locaux et des habitants du village se réunirent pour célébrer cette initiative. Alain, debout devant un public attentif, prononça un discours sincère. « Il y a 1 an, je suis arrivé ici avec un cœur lourd et des regrets que je pensais impossibles à surmonter, » commença-t-il. « Mais grâce à ma famille et à ce lieu, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Cette fondation est ma façon de rendre ce que j'ai appris. » Son discours fut accueilli par des applaudissements chaleureux, et cet événement marqua un nouveau chapitre dans l'histoire de la ferme. Alors que l'automne approchait, Amélie donna naissance à une petite fille, qu'ils nommèrent Élise. La naissance d'Élise apporta une nouvelle joie à la famille, un rappel tangible du cycle de la vie et de l'importance de l'héritage. Marguerite, tenant le bébé dans ses bras, murmura doucement « Elle est le futur. Et je sais qu'il sera radieux. » Alain, debout près de Julien et Amélie, sentit une vague d'émotion l'envahir. En regardant Élise, il comprit que tout ce qu'ils avaient traversé avait mené à ce moment. Un soir, alors que la lune éclairait les champs de lavande, Alain se retrouva seul sous le grand chêne. Il leva les yeux vers le ciel étoilé, une expression de gratitude sur le visage. « Merci », murmura-t-il, sans vraiment savoir à qui ou à quoi il s'adressait. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit en paix, convaincu que son chemin, bien que semé d'erreurs, l'avait finalement conduit à l'endroit où il était censé être. Quelques années avaient passé, et la ferme était désormais un pilier de la communauté locale. Ce qui avait commencé comme un simple projet familial s'était transformé en un véritable mouvement. Grâce à la fondation créée par Alain, des dizaines d'autres fermes avaient été sauvées ou revitalisées. Les agriculteurs de Provence, et d'ailleurs venaient à la ferme pour apprendre des techniques respectueuses de l'environnement, échanger des idées
et trouver un soutien qu'il pensait perdu à jamais. La vie à la ferme continuait, animée par les rires d'Élise, désormais une petite fille curieuse et pleine d'énergie. Elle passait ses journées à courir dans les champs de lavande, suivie de près par Marguerite, qui, malgré son âge avancé, trouvait toujours la force de partager ses histoires et ses enseignements avec la nouvelle génération. Un matin, alors qu'Élise jouait près de la grange, elle trouva un vieux carnet en cuir posé sur une étagère poussiéreuse. Elle le porta à sa mère, curieuse. « Maman, c'est à qui, ce carnet ?» demanda-t-elle en tendant l'objet à Amélie. Amélie prit le carnet et l'ouvrit, découvrant des pages remplies d'une écriture élégante et soignée. C'était le journal de Gabriel Lefebvre, son père, celui dont le nom était autrefois synonyme de douleur, mais qui, à travers les années, était devenu une source d'inspiration. En lisant quelques passages d'à haute voix, Amélie fut submergée par l'émotion. « Si mes rêves ne se réalisent pas, peut-être qu'ils seront le terreau pour ceux des générations à venir, » lut-elle en murmurant. Ces mots résonnèrent profondément. Elle décida de partager ce carnet avec toute la famille ce soir-là, lors de leur dîner habituel sous le grand chêne. Le soir venu, la famille se rassembla, Amélie posa le carnet sur la table et expliqua comment Élise l'avait trouvé. « Ce journal, c'est un cadeau de mon père, un message qu'il nous a laissé sans même savoir qu'un jour, nous serions ici, ensemble, à construire ce qu'il n'a jamais pu terminer, » dit-elle. Les larmes aux yeux, Alain, qui écoutait en silence, prit le carnet et parcourut quelques pages. Les écrits de Gabriel évoquaient des souvenirs enfouis. Mais cette fois, ils ne provoquèrent pas de culpabilité, au contraire. D'accord. Ils apportèrent une sorte de réconciliation. « Votre père était un homme exceptionnel, » dit-il en regardant Amélie. « Et je me rends compte que tout ce que nous avons ici est une continuation de ses rêves. » Julien, touché par ces paroles, ajouta « Alors, honorons-le en poursuivant ce que nous avons commencé. Ce lieu, cette famille, sont la preuve que ces sacrifices n'étaient pas vains. » Dans les mois qui suivirent, le journal de Gabriel devint une source d'inspiration pour de nombreuses initiatives. Des passages furent inclus dans les ateliers de la ferme, rappelant à tous que le travail acharné, l'intégrité et l'amour pour la terre pouvaient surmonter même les plus grandes adversités. Alain, qui avait d'abord vu ces ateliers comme un moyen de transmettre des connaissances techniques, réalisa qu'ils étaient devenus quelque chose de bien plus grand. Ils portaient un message, un héritage qui transcendait les générations. Un jour, Élise, désormais âgée de 6 ans, trouva Alain assis sous le grand chêne, un carnet ouvert devant lui. « Grand-père, qu'est-ce que tu écris ?» demanda-t-elle en s'approchant. Alain la regarda avec tendresse et tapota la place à côté de lui. « Je note mes pensées, mon petit trésor, pour que, peut-être un jour, tu puisses les lire et comprendre tout ce que j'ai appris. » Élise hocha la tête avec un sérieux enfantin et s'installa près de lui, observant attentivement les mots qu'il écrivait. « Qu'est-ce que tu as appris, grand-père ?» Alain réfléchit un moment avant de répondre que rien n'est plus important que la famille, que l'amour et le respect sont les véritables richesses de la vie et que même si on fait des erreurs, on peut toujours essayer de les réparer. Ces mots, simples mais puissants, restèrent gravés dans l'esprit d'Élise. Quelques années plus tard, un grand événement fut organisé pour célébrer les 10 ans de la transformation de la ferme. Des centaines de personnes se rassemblèrent, parmi lesquelles des agriculteurs, des habitants du village et des partenaires de la fondation. Alain, désormais un homme âgé mais toujours alerte, fut invité à prononcer un discours, debout sous le grand chêne, avec Julien, Amélie, Marguerite et Élise à ses côtés. Il prit la parole. « Lorsque je suis venu ici pour la première fois, je n'étais qu'un homme rempli de regrets et de solitude. Je pensais que ma vie était définie par ce que j'avais accompli en affaires. Mais j'avais tort. Ce que j'ai découvert ici, c'est que la vraie réussite réside dans les liens que nous tissons, dans les vies que nous touchons. » Il marqua une pause, observant l'assemblée, puis continua. « Tout ce que nous avons construit ici n'est pas seulement le fruit de mon travail ou de celui de Julien et Amélie, c'est le fruit d'un rêve qui a commencé bien avant nous, avec Gabriel Lefebvre, dont la vision continue de vivre à travers chacun de nous. » Un tonnerre d'applaudissements suivit ces paroles, et Alain, ému, se rassit sous le grand chêne, entouré de ceux qu'il aimait. Plus tard dans la soirée, alors que les invités s'étaient dispersés et que le calme était revenu, Alain resta seul un moment. Marguerite s'approcha,
posant une main sur son épaule. « Vous avez bien parlé, Alain. Gabriel serait fier de vous, » dit-elle doucement. Alain hocha la tête, les yeux fixés sur les étoiles. « Peut-être que, finalement, j'ai trouvé ma rédemption, » murmura-t-il. Les années passèrent, et la ferme devint bien plus qu'un simple lieu de travail ou une entreprise familiale prospère. Elle devint un sanctuaire, un lieu de mémoire et de continuité, où chaque génération laissait son empreinte, tout en honorant les racines posées par Gabriel Lefebvre, renforcées par Alain Dubois, et nourries par l'amour d'Amélie, Julien et Marguerite, Élise, désormais adolescente, s'épanouissait sous l'ombre bienveillante de sa famille. Elle aimait passer ses après-midi à lire sous le grand chêne, le même endroit où tant de décisions importantes avaient été prises, où tant de conversations avaient changé le cours des vies. Un matin d'automne, Alain, dont la silhouette avait un peu fléchi avec le temps, se promenait dans les champs de lavande. Les couleurs dorées et violettes du paysage semblaient encore plus vibrantes sous la lumière douce du soleil. Marguerite, elle aussi affaiblie par les années, l'accompagnait. « Tu te rends compte, Marguerite ?» murmura-t-il en regardant les fleurs s'étendre à l'infini. « Tout cela, c'est grâce à toi, à Amélie. » Et à Julien, Marguerite, toujours vive d'esprit malgré son âge, sourit. « Ne sois pas trop modeste, Alain. Tu as fait ta part. Et regarde ce que cette ferme est devenue, un pont entre les générations. » Ils marchèrent en silence un moment, écoutant le bruissement des feuilles et le souffle du vent. Quelques semaines plus tard, la famille organisa une grande fête pour célébrer les 20 ans de la transformation de la ferme. Des centaines de personnes, incluant des amis, des agriculteurs et des membres de la communauté, se rassemblèrent pour cet événement. Des tables longues, décorées de bouquets de lavande et de chandelles, furent dressées sous le grand chêne. Alain, bien qu'affaibli, insista pour prendre la parole. Avec l'aide de Julien, il se leva et fit face à l'assemblée. « Il y a 20 ans, je suis venu ici avec un cœur lourd et des regrets qui semblaient insurmontables, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante mais pleine de sincérité. « Mais ce lieu, et vous tous, m'avez appris quelque chose d'inestimable. La rédemption n'est jamais hors de portée si l'on est prêt à la chercher. » Il se tourna vers Amélie, Julien et Élise, qui se tenaient près de lui, puis continua. « Je n'ai jamais été un homme parfait, mais grâce à ma famille, j'ai appris ce que signifiait être un père, un grand-père. Et surtout, un homme digne de confiance. Cette ferme n'est pas seulement un symbole de ce que nous avons accompli ensemble. Elle est la preuve que même les erreurs du passé peuvent devenir le terreau d'un avenir meilleur. » Des applaudissements chaleureux éclatèrent, et Alain se rassit, visiblement ému. Marguerite, qui se tenait à côté de lui, tapota doucement sa main. « Gabriel aurait été fier, » dit-elle doucement. Au fil des mois, Alain passa de plus en plus de temps à contempler les champs de lavande et à écrire dans son carnet. Il voulait laisser un témoignage pour Élise et les générations futures, un message d'espoir et de sagesse tiré de sa propre transformation. Un soir, alors que le soleil se couchait, il demanda à Élise de venir s'asseoir avec lui sous le grand chêne. « Grand-père, qu'est-ce que tu écris cette fois ?» demanda-t-elle en souriant. Alain posa son carnet sur ses genoux et la regarda avec tendresse. « J'écris sur tout ce que j'ai appris ici, sur cette ferme, sur toi, sur ta mère et ton père, et sur Marguerite. » Élise le regarda avec curiosité. « Et qu'est-ce que tu veux que nous retenions ?» Alain prit une profonde inspiration avant de répondre. « Que la vie est un cycle, qu'il y aura des erreurs, des douleurs, mais qu'avec de l'amour et de la persévérance, on peut toujours transformer ces moments difficiles en quelque chose de beau. » Quelques semaines plus tard, alors que l'hiver s'installait doucement, Alain ferma son carnet pour la dernière fois. Assis sous le grand chêne, enveloppé dans une couverture, il regarda une dernière fois les champs de lavande, baignant dans la lumière dorée du crépuscule. Julien et Amélie, qui avaient remarqué son absence prolongée, vinrent le retrouver. Ils le trouvèrent paisible, les yeux fermés, un sourire léger sur le visage. Le carnet reposait sur ses genoux, ouvert sur une dernière phrase. « L'héritage n'est pas ce que nous laissons derrière nous, mais ce que nous plantons pour les générations à venir. » Les funérailles d'Alain furent simples, comme il l'aurait voulu. Il fut enterré sous le grand chêne, entouré de ceux qu'il aimait. Marguerite, avec une voix douce mais ferme, prononça quelques mots en son honneur.
Alain a trouvé ici ce qu'il cherchait toute sa vie, un foyer, une famille et une paix intérieure. Que cet arbre continue de témoigner de l'amour et des leçons qu'il nous a laissées. Les années passèrent, et le grand chêne devint un lieu de recueillement pour la famille et la communauté. Élise, désormais adulte, continuait d'écrire dans le carnet d'Alain, ajoutant ses propres réflexions et souvenirs. Un jour, alors qu'elle montrait l'arbre à ses propres enfants, elle leur raconta l'histoire de leur arrière-grand-père, un homme qui avait transformé ses erreurs en opportunités et laissé un héritage qui allait bien au-delà des champs de lavande. Et c'est ici, sous ce grand chêne, qu'il a trouvé l'éternité, murmura-t-elle, une larme de gratitude roulant sur sa joue.